Et bienvenue dans The Silent Bloom Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu de gens osent aborder positivement. Il s'agit bien évidemment de la solitude. Je ne parle pas de solitude subie, je parle de solitude choisie, délibérément, intentionnellement, comme un espace de retour à soi. On est bien d'accord, dans une culture qui valorise la connexion permanente, la disponibilité constante et le remplissage de chaque silence, choisir d'être seul, c'est presque un acte finalement subversif. On nous apprend que la solitude, c'est le signe que quelque chose ne va pas, qu'on n'est pas assez sociable, pas assez aimé, pas assez de manière générale. Et c'est pourtant l'un des actes les plus transformateurs qui soit. Alors aujourd'hui, je veux te parler de la solitude comme outil spirituel, comme espace de ressources, plutôt comme une condition de la vraie rencontre avec soi-même. Alors, quelle est la différence entre la solitude et l'isolement? La solitude subie, c'est une douleur. C'est le sentiment donc de ne pas être choisi, de ne pas appartenir, d'être à l'écart de quelque chose. Et cette solitude-là, eh bien, elle blesse. Elle te dit clairement, je suis seule parce que personne ne veut de moi. Et elle finit par nourrir des blessures comme l'abandon, le rejet. Alors que la solitude choisie, c'est plutôt une pratique. C'est le choix actif de s'extraire du bruit pour retrouver quelque chose qu'on perd lorsque l'on est dans le flux permanent. Et ce qu'on perd, eh bien, c'est tout simplement sa propre voix, son propre rythme également, sa propre façon de penser quand personne n'est là pour l'influencer. Alors, comment distinguer de manière fondamentale les deux? C'est tout simple. Dans la solitude subie, tu fuis la connexion parce que tu la redoutes, ou alors tout simplement parce qu'elle t'a été refusée. Alors que dans la solitude choisie, eh bien tu choisis temporairement de te soustraire à tout ça, parce que tu reviens ensuite à la connexion plus entière, plus vraie, plus présente. Donc les grandes traditions spirituelles le savent depuis toujours, le désert pour les mystiques chrétiens, la retraite pour les bouddhistes, la quête de vision même pour les traditions amérindiennes. La solitude volontaire, elle est partout dans les chemins de connaissance de soi. Pourquoi? Eh bien parce que quelque chose ne se révèle finalement qu'en silence. Et ça, ils le savent. Alors maintenant, qu'est-ce que la solitude révèle? Quand tu es seul, quand tu es vraiment, vraiment seul, sans ton téléphone, sans musique, sans même une to-do list, tu te retrouves finalement face à toi-même, face à l'inconfort qui remonte, face aux pensées que tu voulais éviter, face à ce que tu ressens finalement vraiment derrière le faire et le gérer. Ce vide, si tu lui donnes quelques minutes, il va commencer à parler. Et ce qu'il te dit vaut souvent bien plus que n'importe quel podcast, livre ou même conversation. Alors, ce qu'on évite souvent dans la solitude, eh bien, ce sont ses propres désirs. Parce que tant qu'on est occupé, entouré, en mouvement, eh bien, on n'a pas à se confronter à ce qu'on veut vraiment, ni à l'écart qui peut y avoir entre où on en est et où on voudrait être. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la solitude? Eh bien, le silence entre les pensées. Et dans ce silence, la voix qui parle depuis plus profond que l'agitation mentale. La voix de l'âme, de l'intuition, la voix de ce qui sait finalement. Et moi, j'ai une pratique que j'ai mise en place depuis plusieurs années. C'est qu'une matinée par mois, entière, je la passe dans la solitude. Sans agenda, sans travail, juste je suis présente à ce qui vient. Et c'est souvent dans ces matinées-là que les décisions les plus importantes de ma vie se sont clarifiées. Non pas parce que j'ai réfléchi plus fort qu'habituellement, mais plutôt parce que j'ai enfin été assez silencieuse pour entendre. Alors comment cultiver la solitude habitable? Déjà, il faut commencer petit, un peu comme tout ce qu'on fait dans le développement personnel finalement, ne jamais commencer gros parce qu'on va finir par se décourager. 10 minutes le matin, avant de prendre ton téléphone, sans ton agenda, juste le fait d'être là. L'objectif, c'est pas la durée, c'est plutôt la qualité de ta présence à toi-même. Et ça s'entraîne. Les premières fois, c'est clairement inconfortable. Le mental, il cherche à remplir. Alors laisse-le faire et observe. Progressivement, le silence devient habitable.
Alors, comment distinguer la fuite et la ressource? La solitude habitable, c'est celle qui te laisse plus pleine qu'avant. Si tu en sors avec encore plus d'anxiété, ça c'est de la rumination, c'est pas de la solitude. La rumination, c'est de la solitude mais sans présence. On est seul, mais le mental tourne en boucle sur les mêmes pensées. Alors que la solitude vraie, c'est être seul avec soi-même, pas avec ses inquiétudes. Alors maintenant, on va voir comment créer un espace physique qui t'appartient, qui soit propre finalement à toi-même. Tu peux prendre par exemple un coin de la maison qui est le tien, ou un endroit où tu n'as pas de responsabilité, pas de rôle à jouer. Juste un espace qui par exemple pourrait dire à ton système nerveux, ok, là tu peux poser la garde, tu peux lâcher. Même un espace petit, même si c'est juste un fauteuil, un coin de fenêtre, un bout de jardin, qu'importe, l'espace physique va conditionner l'état intérieur. Maintenant, pourquoi célébrer le fait de te retrouver? Eh bien, au même titre qu'on fête les anniversaires, les promotions, les réussites, eh bien pourquoi est-ce qu'on fêterait pas aussi les moments où tu te retrouves vraiment? Ce retour à soi, même pour quelques minutes, mérite d'être honoré, car c'est lui qui rend tout le reste possible. Et d'ailleurs, pour faire un aparté, dans la gratitude et dans l'art de la manifestation, le fait d'être en gratitude pour ce genre de moments et de savoir les honorer à outrance permet vraiment d'atteindre finalement un objectif de manifestation puissant. Alors pour finir et pour conclure, la solitude choisie, on dirait que c'est pas de l'égoïsme finalement, c'est de la responsabilité. Parce que tu ne peux offrir aux autres que ce que tu as d'abord trouvé en toi-même. La femme qui n'a jamais de temps pour elle finit par n'avoir plus rien à donner, on est bien d'accord. Ou alors elle finit par donner depuis un lieu de ressentiment plutôt que depuis la générosité. Alors donne-toi du temps, pas comme une récompense, mais plutôt comme un droit fondamental. Et la semaine prochaine, on va parler argent et énergie. Et on va essayer de comprendre pourquoi tu sabotes ton abondance sans même t'en rendre compte. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à la semaine prochaine.